Salut les Marc et salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, les Raw, SmackDown, Pay-Per-View et tout le tout-team. Tout ça pour vous proposer des reviews qui bougent au rythme des cordes à linge et autres powerbombs. Je le dis tout de suite, si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner. Saint Vince McMahon vous en sera redevable. Vous m'avez peut-être reconnu. Je suis votre dinosaure. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review du SmackDown du 4 décembre 2020, le 1111e épisode, oui, 1111e épisode, rien de tel que vous introduire ma tag team partners, puisque nous sommes trois, nous sommes un trio. J'accueille en premier, honneur à l'âge, le papy. Salut papy. Bonjour tonton, bonjour les petits enfants. Merci de m'accueillir. Effectivement, une triple frite, ça fait toujours plaisir pour un week-end. Oui, tout à fait, la triple frite, hein, c'est une belle tradition que nous avons à Catch-Up, qu'on essaie de respecter le plus possible. Et pour cela, il nous faut donc un troisième. Et ce troisième, c'est notre ami, c'est l'ignoble Ringside. Wesh, salut cousin, salut Oh, yo. Catch-Up, yo, Bien ou bien? comment c'est ? Ouais, ça roule, yeah. Je représente la jeunesse ici, à Catch-Up. Yo man. Yo. Wouh. Et la causticité. Hein ? Comment ? Ouais, ça aussi, ouais. La soude caustique, oui. La soude caustique. Alors, si vous nous avez écouté à la baston du mercredi, nous avons déjà eu la chance avec le papy de parler de Pat Patterson dans cette introduction de la baston du mercredi, mais on y retourne bien évidemment puisqu'on est dans le show bleu, on est dans le monde merveilleux du show bleu et Pat Patterson va avoir droit à son hommage. Alors, je ne sais pas si papy et moi on peut rebalancer tout ce qu'on a rebalancé dans la baston, mais en tout cas on va commencer par Ringside pour nous faire un petit mot sur le Pat Patterson. Pat Patterson. Ouais, non, mais je pense que là, on perd vraiment un très très grand du catch parce que, alors, j'ai pas de souvenir de lui en tant que catcheur parce que ça date d'avant l'époque de la WWE. Lui, il a beaucoup travaillé en tant que worker à l'époque des territoires, mais de ce que j'en ai entendu, c'était quand même un des meilleurs sur le circuit. Dave Meltzer a d'ailleurs fait une émission là récemment où il fait un bel hommage à Pat Patterson. Hein, visiblement, c'est un des mecs qui l'a converti au catch. Visiblement, tout le monde trouve que c'était un mec merveilleux. Il avait l'air super sympathique et je pense que dans ce qu'on aime dans le catch, et si vous aimez le catch actuellement, c'est en grande partie grâce à lui parce que c'était un peu lui l'homme de l'ombre, l'homme qui travaillait avec Vince McMahon pour créer toutes les grandes rivalités qu'on a connues tout au long de ces 30 dernières années. Voire plus, beaucoup de rivalités et de twists scénaristiques sont inspirés de ce qu'il a fait lui dans les territoires. Par exemple, l'Iron Man match entre Shawn Michaels et Bret Hart, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait lui de son côté. Et je pense que là, vraiment, on perd quelqu'un qui a été très très important dans les 30 dernières années du monde du catch. Et je pense aussi que la baisse de qualité de la WWE, elle coïncide aussi au moment où lui se met un peu en retrait, je pense, à son poste de conseiller, de booker et de producteur. Il a tout fait hein, de toute façon dans le monde du catch, et en particulier à la WWE. Et je pense que sincèrement, si la WWE est escalée, si on est tous fans de catch, je pense que c'est en grande partie pas grâce à lui, et c'est vraiment là pour le coup une énorme perte pour le monde du catch en général. Papy, un mot à ajouter ? Non, mais c'était très bien, c'était fort bien raconté. Je ne sais que rajouter de plus, si ce n'est que oui, effectivement. Et puis on sent vraiment que ça a touché tout le monde à WWE. Hein, la tronche des gars quand ils ont sonné les 10 coups de cloche là pour rendre hommage, on sentait qu'il y en a quand même pas mal qui étaient bien touchés. Hein. Par exemple, c'est quelqu'un qui a poussé Bret Hart auprès de Vince McMahon pour en faire le champion, alors que Vince McMahon n'était pas trop chaud. The Rock le considère comme son mentor. Voilà, s'il y a vraiment des trucs cool qui sont passés à WWE, je pense que c'est principalement grâce à son influence. Un grand parmi les grands, moi je dirais juste, voilà, de toute façon le mec était Hall of Famer depuis quasiment un quart de siècle, donc déjà ça situe un peu l'aura du personnage au sein de la compagnie.
Allez, voilà, donc voilà, tout le roster de SmackDown était donc présent sous le Titantron avec les sons de cloche pour lui rendre hommage à Pat Patterson. Et on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va avoir Roman Reigns, Jey Uso, Paul Heyman qui sont sur le ring en compagnie de Kayla Braxton. Alors, ça va balancer de la vidéo pour nous montrer ce qui s'était passé un peu la semaine passée. Alors, la semaine passée, je crois que c'était Papy et Raphaël qui étaient en charge du show bleu. Et donc, j'imagine que vous aviez bien décrypté voilà, Kevin Owens qui provoquait le clan Samoan la semaine dernière. Voilà, ça résume bien ce qui s'est passé. Kayla va nous poser plusieurs questions à l'ami Roman. Lui, il s'en fout un peu, il se moque un peu d'elle. Il considère qu'elle n'est pas vraiment sérieuse dans son interview. Il laisse la parole à Heyman qui lui va se lâcher tranquille sur Kayla. Il va la démolir comme il faut, quoi. Et il va terminer sur un peu tous les faits qui prouvent que Roman Reigns, c'est l'homme de SmackDown, quoi. C'est le chef tribal, il n'y a pas à chier, quoi. Là-dessus va arriver Kevin Owens. Bien évidemment, la musique retentit, le Québécois débarque, très vénère depuis la semaine dernière. Et depuis même 2 semaines maintenant, on en est à la 2e semaine là. Et voilà, donc lui il veut être clair, il veut pas attendre le match de tout à l'heure parce qu'ils vont se retrouver plus tard dans le main event. Jey Uso, il va choper le micro à Paul Heyman carrément, quoi. Il dit que c'est lui qui dit qu'ils acceptent, quoi. Mais le Québécois direct il lui dit non mais toi je parle pas au valet là, moi je parle à celui qui est au bout de la table, d'accord, the head of the table, trouvez-moi un t-shirt peuple de catch-up. Et voilà, et Kevin Owens, quand il parle de table, il nous annonce qu'il veut affronter Roman Reigns à TLC en homme à homme dans un table, ladders and chairs match avec le titre universel en jeu, rien que ça. Reigns, bien évidemment, il recule pas, il accepte le défi sans sourciller, mais il considère que ce soir il va pas frapper comme il aurait pu le faire avant. Il dit qu'il y a toujours une femme dans le ring et il faudrait qu'Owens grandisse un peu. Donc voilà, ça s'énerve pas trop finalement. Le trio il commence à se barrer. Owens et qu'est-ce qu'il fait le Owens à ce moment-là? Oui, il termine en disant que la seule chose qui va grandir ici, quoi, c'est les couilles de Roman Reigns. Quand même. On signalera quand même un langage fleuri de la part de Kevin Owens. Et derrière, on aura juste un dernier petit segment backstage avec Jey Uso qui va se dire d'être désolé d'avoir surréagi. Alors ça m'a fait un peu marrer d'ailleurs. Mais Roman Reigns le comprend, le pardonne et il est chaud pour la bataille du main event. Alors les gars, on va commencer par Papy. Papy, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener là avec la famille Samoan et puis le Kevin Owens qui semble chaud patate? Oui, voilà, on reste dans la lignée de la semaine dernière avec Kevin Owens qui est bien chaud. Jey Uso qui est toujours le roi de faire des boulettes. Alors je crois qu'il Ah y ouais, a pas un truc comme où c'est lui qui annonce le match du soir alors que c'était pas prévu, je sais pas quoi. oui, c'est ça. Et du coup en fait à Reigns lui sort à la fin quand même. Tu verras, c'est pas grave, tu as fait une boulette, mais toutes les boulettes, il y a des conséquences à payer derrière. Donc il lui laisse comme petit sous-entendu derrière. Et puis voilà quoi. Donc il sur la tronche, c'est bien, c'est de la bonne baston. Comme je pensais, ils ont fait une référence à Head of the Table pour justifier le match à TLC. Alors je pensais que ça allait justifier un match de table simple. Ça sera un TLC. Bon, c'est pas très bien. Moi, j'aime bien les TLC. Mais donc voilà. Donc c'est du classique, c'est du attendu, mais c'est du bien. Donc très content. Ringside. Ouais, exactement, du classique, de l'efficace. Je suis content qu'on ait donné un petit peu la parole à Paul Heyman, parce que je m'inquiétais pour lui Oui. ces dernières semaines. Hein. C'est vrai que Voilà. il est quand même complètement fantomatique, moi je trouve. Donc C'est vrai, c'est Jim Cornette qui disait que Paul Heyman, c'est le premier manager qui fait rien, en fait. Il n'intervient pas, il est là, il est juste autour du ring. Même pas un croche-pied, rien du tout. Voilà, ils essayent de mettre un peu over Kayla Braxton, là, en la faisant un petit peu participer au truc. C'était marrant de la voir ouvrir le show, là. Bon, sinon, effectivement, classique, efficace. Owens Reigns, généralement, ça fonctionne bien. Ils avaient fait des gros matchs à l'époque, dans leur première rivalité, quand bon, c'était inversé. Hein, c'était Kevin Owens qui était le méchant et Roman Reigns le grand gentil. Je suis quand même assez pressé de voir ce match. Maintenant que c'est un TLC, ça risque d'être assez énorme. Ouais, donc voilà, classique, efficace. Et puis ça pose un petit peu les graines pour la suite de l'émission. ouais, Pas c'est grand-chose à redire. Hein. Ah bah ouais, bah je suis à peu près dans votre mood. C'est la même chose, c'est de l'efficace, c'est du classique. Roman Reigns me terrifie, cet enfoiré. KO est arrivé là comme une bombe là en top babyface, mais en top babyface archi vénère. Et il est comme une bombe. Moi, je prends et je reprends de cette rivalité entre KO et Roman. Là, je trouve que ça, pour terminer cette année 2020, je trouve que c'est super, quoi. C'est vraiment, on va avoir un mois de décembre excellent grâce à cette rivalité.
comme toi, Ringside, je subodore un TLC match énorme. C'est pour ça que va pas falloir se presser pour voter aux awards de la Team Catch-Up, parce que je crois qu'il va se passer des choses à ce TLC. Et ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Donc, c'était un opener classique. Je terminerai juste par Paul Heyman. Voilà, ça fait un paquet de temps qu'on signale avec Papy, avec Raphaël, je crois avec tout le monde dans la team, que vraiment Paul Heyman, c'est complètement, je sais pas, presque anecdotique cette présence. Et alors du coup, qui se mettent un peu à parler dans cet opener, c'était pas mal. Ça nous a rappelé qu'il avait de la voix, l'ami Paul Heyman quand même. Mais je pense. Mais c'est Paul Bearer, je pense, Paul Heyman. Je vous le dis, c'est Paul Bearer. Il est derrière à ouvrir les grands yeux. Je reste dans mon idée que Roman se suffit à lui-même dorénavant. Il n'a pas besoin de manager. En fait, il a une famille autour de lui. Il a les Samoans, il a le clan Samoan. C'est le chef tribal du clan Samoan. Il n'a plus besoin de Paul Heyman. Il pourrait le dégager du jour au lendemain. Ça ne changerait plus rien. Plus personne n'y prêterait attention. Plus personne. Parce que Heyman, ce qui se passe aussi, c'est que plus personne le regarde. Parce que le Roman, il est dans un espèce de tel état de transe depuis qu'il est passé top heel que le mec envahit l'écran. Et donc c'est pour ça que je ne vois plus l'utilité au manager. Vivement que Brock revienne. Qu'il y ait une bonne trahison et puis que le Lesnar il revienne. Mais est-ce que le Lesnar va revenir? Est-ce que la bête va revenir? Rien n'est moins sûr. C'est une autre affaire. Il va peut-être aller à la All Elite Wrestling, on ne sait pas. Qui sait? Enfin, en tout cas, on met 2 main eventers dans la rivalité de main event, ça fonctionne mieux tout de suite. Ah bah c'est clair, c'est tout de suite, bizarre, ça coule de source. C'est étrange. Tiens. Allez, alors là, on va moins parler de main eventer, quoique, mais puisqu'on va avoir un match, le premier match de la soirée qui va enchaîner, ça va être tout simplement Natalya versus la former champion, en l'occurrence Bayley. Alors, ça va être un match quand même assez rapide, puisqu'il va se passer en 6 minutes. Qu'il y a à dire de notable, qu'il y avait Bianca Belair qui était aux commentaires et qui, bien sûr, charge la mule à mort, en particulier sur Bayley. Et mes amis, tenez-vous bien, au bout de ces 6 minutes de combat entre, je le répète, Natalya et Bayley, Natalya va remporter grâce à un sharpshooter le match clean face à Bayley. Alors là, je n'en puis plus. Ringside, je te passe la parole. Ouais, victoire surprise de Natalya, effectivement. En même temps, Bayley n'est plus championne, donc elle peut se permettre de perdre. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Maintenant, ce qui est quand même plus surprenant, c'est les lunettes de Bianca Belair. Elle a des lunettes avec des chaînes sur les côtés, de chaque côté. C'est quand même assez spécial. Mais non, mais c'est bien, c'est les premières bases, le début d'une rivalité Bianca Belair-Bayley. Ok, Bayley, elle fait le job, elle accepte la défaite. C'est sûr que clairement c'est surprenant, mais c'est plutôt bien, je pense, pour démarrer une rivalité chez les filles qui ressemble à quelque chose, quoi. Loin de ce qu'on peut voir à Monday Night Raw, quoi. Pour l'absolu, je pense que c'est plutôt bien joué. Papy? Ouais, en fait, on se demandait la semaine dernière avec Raphaël pourquoi Bianca Belair n'avait pas battu Natalya clean. On sait pourquoi. Non, c'est pour laisser Natalya suffisamment haut pour justifier une victoire contre Bayley. Et du coup, je suis assez d'accord aussi. Bon, j'étais très étonné que Bayley tape si vite parce qu'elle a tapé super vite. Par contre, elle a tapé peine mis dans le sharpshooter directement, elle a tapé. Mais sinon, on se plaignait du manque d'intérêt des filles au-delà du main event. Là, il y a Bianca Belair qui débarque et qui a enfin l'air d'être utilisée. Ça fait comme 6 mois qu'elle est là, voire plus, je sais plus. Et donc voilà, donc on lui met Bayley et Natalya autour d'elle pour la coacher, l'intégrer dans la division féminine. Et puis j'attends de voir la suite, ça peut être pas mal quand même. Hein. S'il y a du Bayley, ça peut faire des matchs pas trop mal quand même. Hein. C'était un match moyennasse de toute façon. Mais effectivement, le fait notable et ce qui peut retenir l'attention, c'est le lancement de la rivalité entre Bayley et Bianca Belair. Moi, il commençait à me tarder de voir Bianca Belair dans un vrai bon programme. Donc, on la met face à la former champion, qui est la numéro 2 à SmackDown. Donc, ça me paraît pas déconnant, tout ça. Je peux pas dire que j'ai été super emballé par ce qui s'est passé pendant ces 6 minutes de match, mais globalement, c'était pas déconnant pour terminer ainsi. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a une mémoire vivante parmi vous deux qui se souvient de quand la dernière fois Natalya avait gagné un match par sharpshooter? Ouf. Alors,
Je Enfin, crois ça- pas. Elle a gagné pour se qualifier à Survivor Series, là sur un Ah roll-up, oui. je pense. Ah Ouais. oui, mais sur voilà, un c'est le problème, roll-up, c'est qu'il a gagné que par roll-up. voilà. Mais sur un sharpshooter clean, alors là, Mm. en plus face à une ancienne championne du monde, là, franchement, Natalia, la Oh non, totale, quoi. parce que champion du monde, c'est mort. On ne retrouvera jamais. Mais si, peut-être Mickey James ou, je sais pas, Melina Ouais, ou ah, c'était il y a un bail. Lana. Mm. C'était il y a un bail. Et Bon, c'était allez, pas SmackDown. Hein. Mae Young, non? Mais à la fois où elle a gagné le titre contre Mm. Charlotte, ou je sais pas. bon, enfin bon, ça nous laissera pas un souvenir impérissable. Et comme ça, on reviendra sur la division féminine un petit peu plus tard, puisque là, on va attaquer sur un gros morceau de ce SmackDown, puisqu'en l'occurrence, il va y avoir un Pat Patterson Memorial Match avec un 3 contre 3. Et là, mes amis, on va avoir un match All-Star, il faut bien le dire, puisqu'on va avoir Daniel Bryan, Rey Mysterio et Biggie qui vont affronter Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Dolph Ziggler. Alors, quand j'appelle ça un match All-Star, c'est pas pour déconner. 6 anciens champions intercontinentaux, 3 anciens champions du monde, 3 Grand Slam champions. Je veux dire, il y avait de l'étoile. Il y avait de l'étoile sur ce match. Quoi. On pourra noter dans les entrées que Biggie a repris ou a retrouvé un nouveau theme song, qu'il a retrouvé son entrée avec le talc qu'il attend sous le titantron et voilà, qui clappe des mains avant d'arriver sur le ring. Mon Réré avait un masque magnifique. Et voilà, donc du coup, on a une vraie belle opposition entre Face et Hill. C'est un match qui va durer 11 minutes 30. Voilà, alors un gros pay-by-play, puisque voilà, les gars vont quand même bien se faire plaisir. J'ai trouvé Dolph Ziggler très très chaud, quoi. Bien comme il faut, quoi. Voilà, quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi. Il était peut-être très ému, et je pense que Dolph Ziggler, parce que voilà, j'ai vu beaucoup de choses aussi par rapport à lui et Pat Patterson. Et donc je pense que Dolph Ziggler, il avait vraiment envie de faire un truc énorme. Pour juste le finish, ça va être Daniel Bryan qui va surprendre Sami Zayn. En faisant quoi, les amis? En faisant quoi? Un petit paquet. Ouais, voilà. Le roll-up victorieux après avoir reçu un brainbuster, mais bon, le roll-up victorieux, quoi. Après le match, du coup, ça va renvoyer. Ils vont sortir Sami Zayn et Shinsuke Nakamura du ring pour célébrer la victoire. Dolph Ziggler, il va vouloir faire mine un peu de célébrer avec eux, mais Daniel Bryan, il est pas dupe, le coquin. Il va lui mettre un atomic drop. Mysterio, il va enchaîner avec un 619 et Biggie, bien évidemment, va coller le bing and ding des familles. Voilà, ainsi s'achève ce Pat Patterson Memorial Match. Alors, papy, qu'est-ce que ça fait de voir autant une pluie d'étoiles sur le ring comme ça? Une pluie d'étoiles, ouais. Alors, des petits trucs à noter. Alors, déjà, j'ai remarqué effectivement que les catcheurs faisaient tous un petit signe vers le ciel en rentrant, quasiment tous en tout cas. Donc, en rappel à l'hommage à Pat Patterson. Que dire d'autre? Ziggler, ils l'ont cité d'ailleurs, je crois, quand il est entré, ils ont cité que c'était un des chouchous de Pat Patterson, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on le retrouve très présent dans le match et dans le segment final. Segment final où le pauvre Mysterio restait 3 plombes dans les cordes à essayer de faire ce splash, mais Biggie avait décidé de faire un big ending. Et donc, du coup, finalement, il a repassé piteusement entre les cordes, le pauvre Mysterio. Ça me faisait un peu rire. Mais sinon, le reste du match était plutôt plaisant. C'était un bon match hommage. Alors moi, j'aurais bien aimé que ce soit plutôt un match pour la ceinture. Ça aurait été sympa de voir Zayn défendre son titre. Mais bon, comme il peut pas gagner manifestement clean ces temps-ci, ils ont dû trouver une pirouette pour l'utiliser autrement. Bon, c'était 6 anciens champions, c'était pas si mal. Ils ont plutôt bien joué le jeu, donc c'est pas mal, quoi. Ringside, toi, t'avais plein d'étoiles dans tes petits yeux? Ouais, c'était un très beau match. Je sais pas trop ce que venait faire Nakamura dans l'histoire. Bon, il avait été champion intercontinental. Champion intercontinental. Oui, rappelons quand même que Pat Patterson, c'est le premier champion intercontinental de l'histoire. Ils avaient sorti la ceinture originale d'ailleurs, oui, posée à côté du ring, qui était très jolie. Il a aussi inventé le Royal Rumble, hein, Pat Patterson, hein, pour vous dire un peu à quel point c'était quelqu'un d'important. Ouais, non, c'était un joli match de gala. Finalement, quand je repense à ce match, je me dis, j'aurais pas été mécontent de voir en fait un show entier dédié à Pat Patterson avec des matchs de gala comme ils avaient fait à l'époque avec Owen Hart ou Chris Benoit de sinistre mémoire. Mais ouais, non, c'était plutôt sympa. Bon, après, il y a eu ce petit. J'étais un peu plus sceptique sur la fin de match où ils ont un peu surjoué, enfin le post-match.
On comprenait pas trop ce qu'il faisait, mais bon, ouais, c'était du catch à l'ancienne, c'était rigolo. J'ai bien aimé qu'à la fin, Nakamura vienne sortir Ziggler du ring, là, vienne le traîner. Ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir Cesaro à la place de Nakamura. Je vais continuer à pinailler sur Nakamura. Mais Cesaro a jamais été champion intercontinental, je crois. Peut-être que US à Cesaro, ouais. Ah ouais, non, Cesaro. Que US, Cesaro, jamais ici. Ah ouais, Cesaro n'a jamais alors, gagné qu'est-ce qu'ils attendent pour en faire un champion ici? Il mériterait pourtant. C'est le genre de stature qui est bien pour lui. Ah, puis c'est très bien en champion intercontinental. Ça fait tellement d'années qu'à chaque fois qu'on parle de Cesaro, derrière on dit il mériterait. Ouais. Ah non, mais alors une de champion intercontinental serait parfait. Bon, bref, non, franchement, chouette match. Mais oui, bah non, propre. Voilà, j'ai juste trouvé que c'était un petit peu trop caricatural le passage avec Ziggler à la fin, mais sinon rien à redire. C'était joliment exécuté. Ouais, pareil, je trouve que c'était un bon petit match, voilà, de 12 minutes. Bon, fait chier, ça se termine un peu par un roll-up, quoi, mais bon, c'est comme ça. Mais c'était plutôt pas mal, voilà, pluie d'étoiles, ça fait toujours plaisir, là, cette série de finishers pour terminer un peu dans la joie et dans la jouissance, c'était plutôt cool, donc ça va, franchement, si on avait que des matchs comme ça à SmackDown toutes les semaines, déjà, ça serait déjà une grosse amélioration, donc espérons que ça continuera dans ce sens. Allez, on retourne backstage. Oui. Où du coup on va y trouver Kevin Owens qui est interviewé par Kayla Braxton qui turbine ce soir, quoi. Elle est au charbon, quoi. Et donc voilà, grosso merdo, c'est pour parler de Roman Reigns, pourquoi le Québécois il est comme ça, pourquoi il en est arrivé là. Et ben voilà, Kéo il nous répond qu'il respectait, mais que voilà, il a changé depuis son retour et qu'il est devenu méprisable. Alors vous verrez à ce moment-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mec qui va passer derrière pendant l'interview. Je n'ai pas su m'expliquer si c'était fait exprès, si le mec avait oublié de dire faire quelque chose. Kalisto, ouais. Ce type, c'était Kalisto, voilà. Et Kalisto voilà, avec un chapeau. Voilà, avec un chapeau, avec un masque et un chapeau. Et il apparaît par derrière et il repart sans intervenir. Donc on ne sait pas du tout pourquoi il est là. Owens, du coup, pendant ce temps, il continue à dérouler sa promo. Il nous explique que Reigns c'est un selfish man, quoi. Et à ce moment-là, qui c'est qui débarque? Otis, qui arrive en hurlant, hein, bien évidemment, puisqu'il a beaucoup de mal à s'exprimer, hormis de cette manière-là. Et il va tout simplement hurler d'ailleurs que Reigns c'est un trou du cul. Et qu'ils vont les bulldozeriser ce soir dans le main event. Voilà. On s'amuse bien dans les backstage de SmackDown, les gars, quand même. Ouais, Kevin Owens félicite Kalisto pour son chapeau. Ah, il le félicite, Kevin voilà. Owens. Ah oui, je sais, ouais, je vois qu'il lui donne le don technique du chapeau, là, je sais plus c'est quoi. Et Kalisto comprend pas, en fait. Il dit, je sais pas de quoi tu parles. Il lui dit joli chapeau. Je dis, ah, bon, merci. Puis il s'en va. C'était vraiment, j'ai pas du tout compris cette intervention. Ah, mais moi non plus, il n'y a rien que moi non plus. Ça prépare quelque chose. Papy, as-tu une explication sur cette apparition de Kalisto? Ah non, aucune. Je pensais vraiment qu'il y aurait une pute à ça, mais non, même pas. Donc, alors c'est peut-être une blague en interne, ou j'en sais rien, mais du coup, c'est vrai que c'est bizarre pour ceux qui regardent, quoi. C'est peut-être le hacker, en fait, Kalisto. Un fedora, son chapeau. Voilà, enfin c'était un private joke télévisé du monde merveilleux du show bleu. Voilà, comme ça peut arriver parfois. Et du coup, on reste en coulisses, puisque là, cette fois, on va avoir un affrontement, mais un affrontement en conf call, en visio, et avec Carmella et Sasha Banks, qui vont allègrement s'invectiver de différents noms d'oiseaux sur le fait de quelle est la meilleure que l'autre. Voilà, Sasha visiblement peut vraiment pas blairer Carmella parce qu'elle lui répond vraiment mal, hein, vraiment pas sympa. Sacha, comment tu parles à Carmella? Moi je ferais pire. Mais je sais même pas quoi dire tellement de cette promo, tellement moi, je reconnais d'entrée que ça m'a pas intéressé. Et elle a fait une allusion à James Ellsworth quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ça, quoi. Donc Sasha a trouvé le moyen de faire une allusion à James Ellsworth. Et voilà, et elle explique à Carmella quand même qu'elle peut toujours attendre très très longtemps avant d'atteindre le niveau de Sasha, parce que là elle en est quand même à des kilomètres, même si Carmella elle a déjà été quand même une fois champion du monde, il faut le rappeler. Et voilà, et Carmella elle va lui dire de son côté que Sasha elle peut additionner les titres, qu'elle a obtenu le titre le plus longtemps de tous les règnes de Sasha réunis. Mais je crois que ça c'est plus vrai d'ailleurs, hein, il me semble, hein, puisque Sasha elle a gardé son dernier titre relativement plus longtemps que d'habitude. Et Sasha Banks, du coup, alors là, à mon grand désespoir, va accorder une chance au titre à Carmella, à TLC. Voilà, mais bon, tout en apprenant qu'elle a jamais été sur une ring avec une lutteuse aussi vicieuse.
Mais voilà, les amis, c'est donc officialisé par Sacha elle-même. Nous aurons à TLC un Carmella versus Sacha, ringside. Et as-tu grimpé au rideau ou t'es-tu caché sous ta table basse? Pas comme tous les hommes, moi je suis attiré par Carmella. Tu comprends, je suis sous le charme de cette femme fatale. J'ai bien aimé quand même l'angle qu'elle a utilisé en disant que elle connaît Sasha Banks, que c'est une grande bosseuse, qu'elle est arrivée au top en travaillant à mort, et que elle, de son côté, Carmella, elle bosse pas tant que ça, mais elle est arrivée au top quand même. Donc elle dit qu'elle est naturellement plus douée que Sacha. Je trouve que c'est plutôt bien joué. Bon, c'est sûr qu'on va pas s'enflammer pour un match Carmella-Sacha. Mais dans l'absolu, je trouve que l'angle utilisé est plutôt judicieux. Ça n'a pas duré 3 heures l'interview, donc c'était plutôt efficace. C'est toujours mieux que de voir catcher Carmella, quoi. Bon, il faut passer par là, on passe par là, qu'est-ce que je vous dise, moi. Papy, ébloui par Carmella, toi aussi? Non, mais. T'es pas vraiment un homme, c'est pour ça. Parce que là, c'est pour ça que je suis un vieillard, donc je ne suis plus un homme. Mais en fait, sans doute que ça va arriver à la confrontation entre les deux à TLC, vu que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'elles se chamaillent, que Carmella ne catch pas, que Sacha du coup ne catch plus non plus. Voilà, qu'ils aillent à ce match-là puis qu'ils en finissent. Je n'ai que ça à souhaiter, parce que les voir toutes les semaines papoter, on s'en fout un peu, quoi. On va avoir quand même une Carmella qui n'a pas catché depuis 6 mois, 1 an quand même. Ça va être chaud. Ça va être, ça risque d'être particulier comme match. J'espère que Sacha sera prête à bien tenir le match à elle toute seule. Bien, mais écoutez, moi de toute façon me concernant, Sacha Banks, il n'y a aucun problème, moi il n'y a pas de souci, pour moi c'est une très bonne catcheuse et tout va plutôt bien. Bon, par contre, mon aversion pour Carmella continue. Puis alors depuis qu'elle est devenue une femme plastique là, voilà quoi, c'est genre Carmella, c'est une alien, non? Quand je la vois, il y a pas un truc qui dépasse, il y a pas un pli, il y a pas un machin. Elle a le nez qui est complètement droit comme s'il avait été mis dans un étau et bien l'arête du nez, elle est complètement à plat. C'est incroyable. Je ne reconnais pas cette meuf. Que s'est-il passé? Elle a été voir un chirurgien esthétique à Rio de Janeiro, je pense, et elle a dit vous commencez par le crâne et puis vous allez jusqu'au doigt de pied et vous refaites tout, s'il vous plaît. Voilà, tout du sol au plafond. Donc je sais pas, moi elle me fait limite peur, Carmella, je vous le dis, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais Charlotte aussi avait de plus en plus tendance à tourner vers ça. Et moi, j'ai vraiment, c'est un truc côté féminin, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, quoi. La chirurgie esthétique, ça va si c'est discret, mais quand c'est à ce point-là, alors je sais bien, il y a le maquillage, il y a tout ça, mais là, je veux dire, c'est criant, ça se voit, quoi. Les pommettes, le nez, les lèvres, et je sais pas, ça passe pas. Pour moi, elle a perdu toute crédibilité déjà compétitive dans un match de catch, rien qu'à cause de ça déjà. Donc moi, le côté femme fatale, j'en ai à peu près rien à carrer, parce que de toute façon, je considère qu'il y a des beaucoup plus jolies femmes que Carmella dans le roster, donc c'est même pas un critère. Donc non, vraiment, je vous avoue, moi, ça passe pas du tout, quoi. Et moi, j'en ai rien à carrer du match entre Carmella et Sasha Banks. J'aurais voulu voir Sasha Banks face à quelqu'un d'autre, quoi. Moi, j'en veux pas de cette rivalité. Voilà, je le dis clairement, peuple de catch-up, je ne veux pas de cette rivalité. Alors, je vais être obligé de me la coltiner, mais moi, je veux voir autre chose pour Sasha Banks. Je considère que Sasha Banks mérite quand même autre chose dans le haut du panier que Carmella, merde. Qu'est-ce qu'il y a dans le haut du panier, en fait? C'est ça le souci, quoi. Je dis pas que je sais forcément quelque chose, mais je crois que avec Papy on en a déjà parlé, je crois, mais moi je considère qu'il y a déjà des filles de NXT qui auraient déjà pu monter dans le main roster et qui seraient déjà plus intéressantes, qu'il y a limite des mid-cardeuses à NXT qui sont plus intéressantes que Carmella. Moi je ne comprends pas si vous avez une explication cohérente à me donner sur le fait que Carmella soit propulsée dans la title picture. Allez-y les gars, je suis tout oui. Ah non, elle est bouche-trou. Mais après, elle a toujours fait le taf, Carmella. Ah, mais je dis pas qu'elle fait pas le taf. Je n'aime pas, mais je dis pas qu'elle fait pas le taf. Je dis juste que je considère qu'elle a rien à foutre dans le main event face à Sacha. Je trouve que ça reste une ancienne championne. Pour moi, ça dévalorise Sacha. Mais après, c'est mon point de vue. Mais moi, pour moi, c'est Sacha mérite autre chose. Je suis étonné, Ringside, je suis étonné, Ringside, de ton indulgence parce que sachant ton amour pour Sasha Banks,
Je suis étonné que tu acceptes comme ça si facilement la présence de Carmella dans le main event. Ah, mais j'ai rien contre Carmella, moi. Elle m'a toujours fait marrer. D'accord, bah, je pensais pas, tu vois, je pensais Effectivement, pas que... c'est pas une grande catcheuse dans les cordes, mais elle tient toujours bien son personnage. Quand on lui a donné des trucs à faire, elle a toujours bien fait. J'aime autant la voir elle que Ruby Riott C'est ça, voilà. C'est n'importe soit quel elle, autre. soit Ruby Hein. Riott, Ouais. soit Tamina. Non, je trouve qu'on est un peu dur avec elle. Effectivement, ouais, je suis peut-être un peu dur, oui, c'est sûr, mais bon, écoute, je sais pas, moi, ça passe pas, alors du coup, malheureusement, moi, c'est des segments où je m'emmerde, quoi. Voilà, moi, je vous le dis clairement, hein, le visio, la séance de visio entre Carmella et Sacha, je me suis fait chier, j'ai attendu que ça se termine, quoi. Ça, par contre, je suis d'accord, ça fait trop. En fait, le souci de Carmel en ce moment, c'est qu'elle fait que parler. Et pour le coup, ça m'ennuie aussi. Moi, Carmela, même si elle faisait des matchs pourris de 3 minutes, ça changerait un peu quand même par rapport que de la voir assise sur un fauteuil, quoi. Ah. Ouais, Ringside, t'allais dire un truc, je crois. Bah, moi qui attends la création avec impatience des femmes robots, Carmella, ça me va. Ah ouais, du coup, oui, c'est sûr, ouais. Vu de ce plan-là, ouais, c'est totalement cohérent. Bon, allez, on retourne un peu au catch quand même. Et le catch, on va avoir droit à un single match qui va opposer Murphy. Alors Murphy, maintenant, il débarque avec toute la famille. Hein. Sachez-le, Ouais. peuple de catch-up, dorénavant, Murphy, hein, on se prend plus la tête. Hein. Il y a la belle-mère, la belle-fille, les petits cousins, les petites cousines, Ray, voilà, tout le monde, c'est limite. On fait la burritos party ringside, mais tout le monde débarque. Et son adversaire du soir, c'est rien d'autre que le King Corbin. Mais le King Corbin va venir accompagné de 2 comparses et 2 personnes qu'on n'a pas vues depuis la période du premier confinement. C'est bien les repères qu'on a maintenant pour faire des reviews. Et en l'occurrence, c'est Steve Cutler et Wesley Beck, les ex-Forgotten Sons, ou pas tout à fait ex, puisque on ne sait pas trop en fait quel est leur positionnement. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ils n'ont pas tout à fait le même look. Là, ils sont plutôt en civil, on va dire. Et ils accompagnent bien le King Corbin, quoi, qui va affronter le Murphy dans un match dans un match de 10 minutes 30 quand même, mais avec un petit peu d'interaction des deux côtés. Du coup, ça va se chauffer un peu avec la famille Mysterio ringside. Même Murphy, il semble bien au taquet. Lui, il m'a l'air d'être vachement à l'aise dans cette nouvelle famille là, et on sent qu'il s'éclate. Il a quand même pas mal d'expositions là. Finalement, on le voit toutes les semaines en solo ces derniers temps. Et puis, on peut signaler le départ de Seth Rollins en congé parental. Et je pense que ça lui ouvre la porte à l'Australien. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. On va en parler avec vous deux. Et voilà, bon, il va y avoir pas mal d'overbooking, comme je vous l'ai dit, dans ce match. Finalement, c'est les Forgotten Sons qui vont attaquer les Rey Mysterio pour distraire Murphy. Ça va permettre à King Corbin de choper Murphy, de lui coller un End of Days. On a une victoire clean du King Corbin. Mon papy, alors, cette arrivée, ce retour de Steve Cutler et Wesley Blake? Bah, je suis plutôt content. Plutôt content parce qu'en fait, quand Corbin hier, la semaine dernière avait annoncé qu'il viendrait avec une solution pour contrer Murphy, j'espérais vraiment qu'il ait du renfort. Alors j'avais pensé qu'il récupérait Nakamura et Cesaro. Bon, c'est un petit peu en dessous quand même les 2 gars qu'il a récupérés, mais au moins c'est 2 vrais gars, c'est 2 vrais catcheurs. Et donc on peut très bien imaginer que du coup on aura des 3 contre 3 et puis on se plaignait de la tag team qui avait plus personne. Bah, au moins on récupère une équipe qui était plus utilisée suite à un petit dérapage de monsieur Jackson Ryder, là, je sais pas quoi. Et donc les Forgotten Sons sont Forgotten No More, ça y est, ils sont revenus avec un nouveau look. Je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, je demande à voir. Je demande à voir la suite, et puis ça permet effectivement de continuer à mettre en avant toute la famille Mysterio et Murphy qui en fait partie. Et Murphy, c'est vraiment le grand gagnant de toute cette histoire là. Et on le voit tout le temps. Il a du temps, enfin, il fait des matchs, des matchs sympas en plus. Donc ouais, je suis plutôt satisfait de ça, moi. Ringside? Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais, effectivement, c'est plutôt gagnant-gagnant, hein, tout ça. Murphy qui est bien mis en avant, incorporé à la famille Mysterio, ça évite de voir catcher Dominique. On préfère le voir catcher lui quand même. Il est plutôt bien mis en valeur, même s'il perd le match. Le match était étonnamment plutôt bon, hein, même si c'était du Baron Corbin. Il était plutôt bien en jambes, Corbin aussi. Murphy il est quand même très très bon, hein, dans le ring. Et l'arrivée des Forgotten Sons, là, de l'ajout de Cutler et Wesley Blake aux côtés de Baron Corbin, je trouve que c'est aussi plutôt une bonne chose. Ça va donner
un peu plus de crédibilité au personnage de Corbin, un peu plus d'intérêt, parce que là, on était vraiment au bout du rouleau, hein, j'ai envie de dire, avec Corbin. Voilà, hein, ça redonne un peu d'intérêt au personnage. Je suis content de revoir les deux gaillards des Forgotten Son, parce que je pense qu'il y a quand même un minimum de quoi faire avec ces deux-là. Ils ont quand même... Cutler, il a un bon physique, il catch plutôt bien. Blake aussi, c'est plutôt des catcheurs à l'ancienne. Ça me fait plaisir de voir un peu des gens comme ça qui ne soient pas des high flyers, puis des vrais physiques, quoi. Donc je suis plutôt satisfait de voir le baron avec une cour, hein, finalement, c'est le roi et sa cour. Leur look, je pense que ça a été fait un peu à la va-vite, hein, c'est des costards, des vestes de costard noirs sur des hoodies, là, ils ont la capuche. C'est pas très convaincant, je pense que ça va être retravaillé un petit peu dans les semaines qui viennent. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est s'ils ont viré. Alors, je sais plus comment il s'appelait, Gunner, là, le troisième gars. Riker, là, simplement. Gunner, c'était son nom dans l'indie. Hein. Simplement parce qu'il a fait un tweet ou je sais pas quoi pour soutenir Donald Trump. Je trouve que c'est assez scandaleux de mettre des gens sur la touche simplement parce qu'ils donnent leurs avis sur Twitter. Alors je sais pas s'il y avait une autre histoire derrière. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir utilisé un compte WWE. C'est ça qui lui est reproché. S'il n'avait pas utilisé un compte WWE... quand même, je sais pas. C'était surtout en pleine Black Lives Matter, avec les émeutes, tout ça, en fait. Et... Oui, voilà, c'est le contexte. C'est le contexte, je pense. C'était un truc ultra tendu, puis lui, il avait... ce qui avait été pris pour acheter l'huile sur le feu en disant bon, en tout cas, je soutiens mon président, alors que tu as justement des grosses manifs pour de la manifestation, et que... Enfin bref. Je pense que c'est dans ce contexte-là, en fait, que ça a été pris... où c'était ultra tendu et que tu as l'impression qu'il avait voulu rajouter de l'huile sur le feu en disant, en soutenant la police alors qu'elle était un peu dans le vide du cyclone. Je pense que c'est un peu ça l'idée, quoi. Et puis la WWE voulait tout simplement pas de mauvaise publicité pas de vague. à ce niveau-là, à ce moment-là, alors qu'en plus ils étaient en train de pusher des équipes afro-américaines avec New Day, avec les Street Profits, tout ça, tu vois quoi. Donc, c'est du politique, quoi. Et ouais, c'était clairement. Mais pour moi, clairement, c'est un licenciement politique quelque part. Alors moi, je suis en total désaccord avec ce que raconte Jackson Riker. Hein. Pour moi, oui, non, mais clairement, moi aussi. Mais je veux dire, tu peux pas virer des gens juste parce qu'ils donnent. Voilà. Sur Twitter, ça, je trouve ça. À partir du moment où il est pas encore viré, si. Je ne crois pas qu'il soit viré, hein. Il est sur la touche. Hein. Ouais, il est sur la touche, il est au placard. Il perd son touche, quoi. Et je pense qu'il attend tout simplement la fin de son contrat. C'est ça, ouais. Ils vont le laisser faire son contrat. Mais à la limite, tu vois, si voilà, ils sont plus d'accord avec lui et que peut-être qu'après ils ont demandé on sait pas ce qui s'est passé derrière. Peut-être qu'après ils se sont expliqués entre eux et que ils sont. Il a pas l'air d'être fut le gars, mais non. Et qui sont du coup sur deux avis complètement opposés et qui laissent effectivement finir son contrat. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas plus mal de pas condamner les deux autres, qui du coup étaient condamnés avec lui, sûr, alors que vous avez vraiment rien fait, quoi. Ouais. Non, mais il faut quand même se méfier de cet effet de Twitter sur les carrières des catcheurs. Moi, je trouve ça. Le monde moderne, hein, tribunal Twitter, c'est quand même assez violent. Et je vois cette année, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur carrière pour des simples accusations sur Twitter. Je trouve que c'est pas normal et c'est assez inquiétant pour notre société. On est un peu hors sujet par rapport à Catch Up. Non, mais pour le coup, les catcheurs professionnels utilisent allègrement Twitter, ils l'utilisent de manière personnelle, ils l'utilisent de manière corporate. Jackson Riker, il est dans le second cas, il a utilisé son Twitter corporate pour balancer un avis politique personnel. Et pour moi, c'est une faute professionnelle. Il aurait dû s'abstenir. Quels que soient finalement les trucs qu'il raconte dans ses tweets. Voilà, il aurait dû fermer sa gueule. Que tu bosses dans la Big League, tu bosses à la WWE, merde, quoi. T'as la chance d'avoir une exposition mondiale. Jackson Riker, il n'allait pas devenir non plus un des grands main eventers du roster. Donc, s'il voulait garder son poste, il aurait quand même pu avoir une lueur un peu de connexion de neurones et de se dire ah ouais, non, je fais pas ça. Ou alors, j'utilise mon compte personnel et puis basta, on n'en parle plus. Mais à signaler aussi que ça a eu des répercussions quand même, parce qu'on parle de lui là, mais les répercussions les plus importantes, finalement, elles ont été pour Steve Cutler et pour Wesley Blake, qui étaient totalement en dehors de cette histoire, qui ont été mis complètement de côté, qui ont eu une traversée du désert de plusieurs mois, et je me demande même si ces deux gars-là, à un moment, se sont pas dit, mais est-ce qu'on va retrouver du taf, quoi ? Est-ce qu'on va bosser, quoi, à cause de la connerie d'un autre ?
Est-ce que nous, on va rebosser? Donc, du coup, les voir revenir, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. La petite cocasserie aussi, c'est de dire que quand même, Wesley Beck, c'était ni plus ni moins que l'ancien partenaire de tag team de Murphy. Et oui. À la NXT, que même à l'époque, ils avaient même comme manageuse Alexa Bliss. Et je crois que Murphy, d'ailleurs, était avec Alexa Bliss à l'époque, dans mes souvenirs, dans les couples de la WWE. Et du coup, il a été cherché plus jeune, Murphy. Il a été Aliyah Mysterio, c'est un autre calibre. Ah, je te jure, ces catcheurs. Enfin, voilà. C'est vrai que toute cette histoire, finalement, ça nous amène à réfléchir pas mal sur la frontière entre le professionnel et le personnel sur le net. Et jusqu'à quel degré tu peux te permettre de balancer des choses sur le net quand tu es à un tel niveau d'exposition à la télévision, non? Bah, ça dépend de quel côté t'es, j'ai l'impression. Je veux dire, Sami Zayn lui a répondu dans les tweets où il met en cause l'histoire de l'Amérique, etc. Ouais. C'est tout aussi dérangeant que... Bon, après, Sami Zayn aussi, il a bouffé des mises au placard, mais... moi, je suis vraiment... c'est quelque chose qui me gêne dans la vie en général, cette histoire de Twitter et de l'influence que ça peut avoir sur la carrière et la vie de personne. C'est quelque chose qui m'inquiète en règle générale. Ouais, effectivement. Mais après, c'est le monde qui est devenu comme ça, et puis du coup, c'est aussi un peu à eux de savoir quel sujet éviter ou pas. Mais même si je suis d'accord, il y a certains trucs qui sont plus vite réprimés que d'autres. Mais en même temps, voilà, il l'a cherché, il l'a eu dans sa gueule, et puis franchement, je suis pas triste Oui, pour lui. quelque part, on est content. Mais... Voilà, quelque part, je suis content. Mais c'est quand même pas normal. C'est pour lui, mais voilà, effectivement, ça peut vite mal tourner sur parfois juste un truc sorti de son contexte. Alors, je dis pas que c'est le cas pour celui-là, mais on a vu d'autres cas où parfois juste une phrase puis qui du coup qui monte en épingle, et t'as tout le monde qui tombe dessus, que les gens sont obligés de fermer leur compte ou je sais pas quoi. C'est quand même un peu triste, ce genre de choses. Mais effectivement, ce n'est pas le sujet. Voilà, moi je ne sais pas parce que je ne suis pas, je suis Twitter, mais uniquement par le prisme du fil Twitter de catch-up. Sur le fil Twitter de catch-up, à part des trucs de catch, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, effectivement, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu cette histoire de Jackson Riker. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément cette sensation avec le tribunal Twitter. Mais effectivement, même dans le monde du catch, quand on suit un peu sur l'oiseau bleu ce qui s'y passe, on se rend compte qu'effectivement, des catcheurs peuvent tweeter des trucs et peuvent se prendre des volets de bois vert assez incroyables avec des milliers de commentaires et de machins et tout ça. Et tu te dis qu'au final, bon, le gars, il fait que de l'entertainment, quoi. Calmons-nous, les amis, calmons-nous. Ce ne sont que des hommes en slip qui sont recouverts d'huile. Donc, ça avait été le souci de Lana, finalement. C'est de dire qu'en fait, elle était harcelée sur Twitter. Dès qu'elle mettait un post, elle se prenait des sauts de merde, mais de tout le monde. C'est vrai. Même si, effectivement, Lana, c'est vraiment pas du tout la meilleure catcheuse du monde, mais de là à se faire insulter tous les jours dès que tu ouvres la bouche, c'est quand même dur, quoi, je pense. Je crois que Roman Reigns aussi s'était exprimé là-dessus en disant que c'était son Twitter, en fait, c'est du temps où ça se passait mal avec le WWE Universe, on déversait effectivement aussi des sauts de merde, comme tu dis, sur son fil Twitter, quoi, au Roman Reigns, quoi. Ne soyez pas haineux, les jeunes. Respectez les gens, même s'ils ne sont pas bons, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Toujours respecter les autres. Ouais, et puis en plus, là, on parle d'un truc, voilà, c'est pas des politiciens, ces hommes-là, ils dirigent pas le monde, ces gars-là, ils viennent tous les soirs sur un ring, entre les cordes, ils se mettent joyeusement sur la gueule pour nous faire plaisir de nos petits yeux sadiques. Voilà, le fan de catch verse un peu dans le sadomasochisme, il faut bien le reconnaître, et on est comme tous les autres, quel que soit notre âge. Donc, du coup, effectivement, aller se lâcher après derrière en 140 caractères sur un pauvre gars qui ne fait que son taf pour te divertir, ça sert pas à grand chose. Sauf pour Gargano. Gargano, il le mérite un peu. Ouais, voilà, Gargano, allons-y. Mais non, mais il faut arrêter de penser aussi que les catcheurs sont aussi des prix Nobel de philosophie, prix Nobel de la paix. Les mecs, c'est des catcheurs, forcément, ils vont pas sortir que des trucs intelligents. Changez d'idole si vous n'êtes pas content. On est dans le monde des haters. Allez, dans le foot, ce sera pas mieux. Et alors du coup, on va revenir sur ce SmackDown après cette petite parenthèse liée au Corbin Murphy. On va avoir un tout petit segment avec les Street Profits qui vont nous hyper pour le main event qui suit derrière.
À ce moment-là, il va y avoir Cesaro et Robert Roode qui vont débarquer et ils vont leur expliquer que eux, ils considèrent que chacune de leurs équipes mérite un match pour le titre et que donc il va être temps qu'il se passe quelque chose dans la Tag Team Division de SmackDown. Ça serait bien, ça serait une bonne initiative. Vous en pensez quoi? Elle est où la Tag Team Division à SmackDown là? En coulisses, comme d'hab. Je suis bien content qu'ils aient coupé le sifflet des Street Profits là, qui étaient en train de faire à nouveau les speakerines là, à raconter tout ce qui se passe. Oui. Ça sert à rien. Et là, pour le coup, j'étais content. Que merci, Robert Roode est intervenu. Cesaro qui vient pointer le bout de son nez. Donc, on va avoir, je suppose, une rivalité bouquée dans les vestiaires. Et puis un match au prochain à TLC, je pense. Un triple threat. Ah là, triple threat, ce serait très bien ça. Ah oui, aussi, je signe aussi. Allez, voilà, hein, on est arrivé sur le main event de ce SmackDown. Donc le main event, comme annoncé précédemment, Kevin Owens et Otis qui vont affronter Roman Reigns et Jey Uso dans un match de 11 minutes. Alors, le fait notable, évidemment, de toute cette partie de match, c'est que Uso va arriver tout seul sur le ring. Le chef tribal n'a pas daigné se déplacer pour l'instant. Il va évidemment arriver, mais il va arriver bien en retard, comme à son habitude dorénavant. Il va attaquer violemment le Otis, hein, sans que l'arbitre d'ailleurs ne le disqualifie au passage. Hein, on peut le signaler quand même. Bizarre. C'est bizarre ce truc-là. Et donc ensuite, il va demander à Jey Uso de laisser finir le match, comme il fait souvent, parce que c'est son show, hein, parce qu'il faut le dire, hein, c'est son show. Mais il y a Kevin Owens qui va empêcher le tag. Derrière, Roman Reigns va le prendre dans sa guillotine et ne va pas respecter le décompte de l'arbitre et qui va finir quand même par le disqualifier. Victoire de Kevin Owens par DQ. Après le match, Jey Uso va tout simplement aller chercher des chaises et ils vont pulvériser Kevin Owens avec Roman Reigns. Alors là, il y a eu un acharnement. Ça m'a rappelé un peu ce qu'avait subi Murphy en version kendo stick par la famille Mysterio, comme quoi hein, le temps passe. Hein. Là, il a pris. Là, c'était avec des chaises et là, il a pris très cher le Kevin Owens. Franchement, j'ai eu très mal pour lui. Surtout que je l'ai pas signalé en début de review, mais j'avais été écouté au préalable son interview sur Catch Off avec Chirus et avec Chiro et Ajus. Et vraiment, ce mec est super sympa. Allez écouter ça. Toute l'interview est en français. Et vraiment, c'est un type super, ce Kevin Owens. Quoi. Et voilà. Donc, du coup, ça va mal se passer avec cette histoire parce que le lutteur, c'est Uso qui va pour faire un splash. Hein, on est d'accord sur le Québécois avec une chaise. Mais du coup, il va se faire violenter par Reigns. Le champion, il va terrasser le cousin à coup de chaise lui aussi pour lui faire payer les excès de la soirée. Non mais quand même, on en est là, quoi, hein, je veux dire. Et il finit le show en posant devant Owens, en clamant que voilà, maintenant il a toute son attention et qu'à TLC, il va lui retirer tout ce qu'il a de plus cher à ses yeux. Donc Kevin Owens, c'est chaud patate pour lui là, parce que là, le chef tribal, il est méga archi vénère, ringside. Est-ce que toi aussi, tu as eu peur de Roman Reigns ce soir? Ah ouais, complètement. J'ai tremblé. Comme une feuille. Tremblé comme une feuille quand je l'ai vu s'attaquer à Jey Uso. Je m'attendais pas à ce retournement. Carrément pas, bah non, pas du tout. Alors là, c'était aussi surprenant que bien exécuté. Il lui donne des leçons, quoi. Ouais. Des leçons d'une violence, quoi. C'est ça. On apprend à la dure. Effectivement, Kevin Owens, il a mangé cher. Oh là Aussi, là. à coup de chaise. Non, c'était très bien exécuté. C'est Steve, hein. Ouais, surprenant. Le match était pas mal. Il y avait 2-3 petits clins d'œil. Kevin Owens qui fait un Samoan drop. Voilà, Reigns qui demande à Jey Uso de pas faire le splash. Et puis tout ça par terminer par ce déluge de violence là. Ça prévoit du très lourd pour TLC. Hein. On y a un petit aperçu du selling d'Owens quand il se prend des coups de chaise. Roman Reigns qui est tellement dominateur là en ce moment que ça transcende encore ce qu'on nous propose. Non, j'étais un petit peu sur le cul sur cette fin de match. Je m'attendais pas du tout à ce que le Jey Uso il se fasse démonter. Et je me demande bien ce qui va se passer la semaine prochaine du coup. Quel est l'avenir pour Jey Uso? Est-ce qu'on va avoir un face turn? Est-ce qu'il va rester le larbin de Roman encore longtemps? Ça vient peut-être un petit peu tôt, hein, ce passage à tabac de Jey Uso. Mais c'était plutôt vraiment bien exécuté. Là. Je suis plutôt complètement convaincu par ce main event. Papy, choqué?
Et oui, c'était choquant comme main event. Donc, on voit vraiment. Je pensais à un moment que Roman Reigns allait construire un clan avec tous ces larbins et toutes ces merdes qui tournent autour de lui. Puis, en fait, c'est lui tout seul, quoi. Sarkeman, il peut pas parler. Uzo, il veut pas catcher, ou alors il catch que quand Reigns a envie. Et au final, une fois qu'il a fini le taf, il lui remet des coups de chaise dans la gueule pour bien terminer l'action. C'est Roman seul au monde, hein, de toute façon. Et le pauvre Jay, effectivement, est-ce qu'il va craquer au bout d'un moment? J'en sais vraiment rien parce que c'est comme bizarre, quoi. Ils l'ont monté tout en haut des faces pour ensuite le faire passer heel, puis une fois qu'il est heel, du coup, ça devient une sous-merde. Je ne sais que penser de son de son cas en tout cas. Et puis voilà, par contre, ouais, très étonné sur la non-disqualification de Reigns alors qu'il fracasse Otis avec des escaliers. Ça, c'était vraiment bizarre, connaissant. Surtout qu'après, il se fait disqualifier pour être resté trop longtemps sur le ring. Tu vois, il y a 2 poids 2 mesures quand même à la WWE. Mais bon, voilà, sinon, ça nous mène encore, par contre, un peu plus loin dans la rivalité Owens-Reigns. Ça sent vraiment les gros muscles là, ça va bien péter le feu à TLC. Oui, ça va nous amener sur un match assez incroyable, je crois. Je crois que là, on tient peut-être une petite. J'espère qu'on n'attendra pas trop, mais en tout cas, peut-être on tient une perle là pour cette fin d'année, pour ce dernier pay-per-view de l'année 2020, de cette maudite année 2020. Là, ça serait quand même pas mal. Voilà, le match était plutôt sympa, effectivement, avec quelques références et tout ça. Voilà, l'arrivée bien orchestrée du Roman Reigns. Derrière, ça s'envoie dans tous les sens. Et puis voilà, moi, j'ai trouvé vraiment. Voilà, ma première réaction, ça a été, mais what? Il s'attaque à Jay? Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Au pire, qu'il l'engueule peut-être pour XY raison, pour le fait d'avoir booké le match au préalable. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il lui rentre dans l'art comme ça. Et comment il le défonce, quoi. Comment il le défonce, quoi. Et le Kevin Owens, qui donne son corps à la science. Voilà, hein, c'est vraiment wow. C'était assez intense cette affaire. Et puis ça va monter. Il reste encore, c'est quoi? C'est le Go Home Show? Ah non, c'est même pas le Go Home Show. Il reste encore 2 SmackDown avant TLC. Donc je pense que ça va monter en intensité. Et puis alors, une constante avec Kevin Owens, c'est que quand il lui arrive un truc de salopard, en général, la semaine qui suit, il fait lui-même un truc de gros salopard. Donc là, je pense qu'on est vraiment parti dans une grosse rivalité de gros salopards. Oui, des salauds, on veut que ça. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous allons être des salauds? Nous allons le savoir tout de suite, puisque Papy, tu vas donner ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown 1111. Mon flop, je vais le donner aux Street Profits, qui sont des champions de couloir. Et j'avais espéré qu'ils reviennent un peu dans le ring ces dernières semaines. Puis, le naturel est revenu au galop. Ils sont revenus dans le couloir et donc ça me saoule. Donc, qu'ils restent dans leur couloir avec un joli flop en bonus. Mon top, je vais le donner à le baston hommage à Pat Patterson. J'espérais qu'ils fassent autre chose que juste un clip vidéo, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était plutôt bien, même si bon, le final est un peu zarbe, mais sinon l'hommage en tout cas a été rendu. Et ma note du coup, j'ai j'ai du mal à être inspiré par SmackDown en ce moment parce que tu as vraiment Roman et Kevin Owens qui sont au-dessus de tout, puis tout le reste qui est un peu morose. Allez, je vais donner un 2,75 avec le petit bonus du 25 pour l'hommage à Pat Patterson. Et puis sinon la moyenne parce que ils ont une grosse rivalité qui tient la route et puis le reste qui navigue un peu à vue, quoi. Donc 2,75 pour ma note. Inside, t'es chaud? Ouais, je vais être plus généreux, je pense. Je vais donner mon flop. Je sais pas trop à quoi donner mon flop. Il y avait rien de vraiment mauvais. Je vais donner à Otis, tiens. Bien fait pour sa gueule. Vu qu'il servait à rien dans cet épisode. Puis pour faire plaisir à tonton. Il n'y a pas de raison. Je vais donner mon top au clip sur Pat Patterson dont on n'a pas parlé, mais vous l'avez vu. C'est vrai, oui. C'était le même, hein, mais il était magnifique là. Sur My Way de Sinatra, mélangé avec son Pat Patterson qui était un fanat de karaoké. Donc voilà, c'est lui qui chante lui-même la chanson, puis c'est mixé avec
avec Sinatra. C'était vraiment magnifique. Et je vais donner un bon 3 au show. Moi, je suis assez satisfait de SmackDown en ce moment. Je suis pas regardé Raw cette semaine, mais ce SmackDown, je trouve que c'est plutôt bien troussé, c'est plutôt efficace. Tout le monde est à sa place, même Carmella. Et le main event était plutôt réussi. Je me suis pas ennuyé, donc non, je suis plutôt satisfait de SmackDown et je suis assez impatient de TLC tout doucement. Donc je trouve que le job est bien fait là. Bon, bah, moi, comme ça, je peux faire le contraire et pas dire même Carmella, puisque moi, je vais donner mon flop à Carmella. Salaud. Voilà, qu'il se passe quelque chose avec elle. Voilà, j'ai déjà tout dit, les amis, mon avis là-dessus. Donc voilà, sans surprise, mon flop va à Carmella. Mon top, je vais le donner. En fait, ça va être un tribute à Pat Patterson parce que je vais effectivement faire un package entre le match, entre la pluie d'étoiles là de ce Six-Man. Et puis la vidéo, voilà, tout est voilà. Et puis parce que ce gars-là, quand même, mine de rien, il est champion. Il a été champion intercontinental en 1979. Voilà, ça a été vraiment le premier titre moi que j'ai découvert à la WWE quand c'est arrivé sur les antennes à la milieu des années 80-84 quoi. Et pour plein de raisons, voilà, le personnage était un personnage entier qui a tellement œuvré pour le monde du catch que si le monde du catch en est là aujourd'hui, c'est clairement parce qu'il y a eu un Pat Patterson en coulisses entre autres. Donc rien que pour ça, ils lui ont rendu un bel hommage les six catcheurs, donc c'était vraiment sympa. Donc je vais donner sans sourciller mon top à ça. Et puis ma note, écoutez, ma note, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi je me suis quand même ennuyé à plusieurs occasions dans ce SmackDown. Vraiment, moi, au niveau autour des filles, tout ce qui se passe autour des filles ne m'intéresse pas du tout dans la division bleue. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Moi, je suis pas très très enthousiaste. Hein. Donc, moi, je vais lui mettre que la moyenne à ce show. Je vais lui mettre un 2,5. Et voilà, ainsi s'achève cette review du SmackDown du 4 décembre 2020. Ça va les gars? Bah oui, c'était. Je buvais tes paroles, moi. Ah d'accord, ouais, je vous sentais. Non, je pensais encore à Pat Patterson, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Hein. C'est quelqu'un qui est de la génération de mes parents à moi qui suis un peu le doyen de ce truc-là. Et puis, je l'ai toujours vu finalement dans cet environnement-là. En plus, c'était un francophone, quoi. Donc, c'était vraiment particulier. Hein. C'est un gars qui avait vraiment une aura vraiment tellement énorme. On le voit bien dans le package vidéo. Hein. On voit un peu les échanges qu'il a avec tout un tas de mecs et tout ça. On sent l'espèce de respect monstrueux qui trône autour de sa tête. Et puis, pour un dernier mot sur lui, je voulais quand même rappeler que on en a parlé avec Papy pendant la baston du mercredi, mais il est quand même, son dernier titre de catcheur aura été le titre 24/7. Et ce dernier titre, il l'a gagné en étant un pied, il était debout avec juste un pied sur le torse pour devenir champion intercontinental. Et il détient un record dans la catégorie de ce titre, puisqu'il est tout simplement le plus vieux champion 24/7 de l'histoire. Voilà. Et je sera à jamais indétrônable là-dessus. Et à mon avis, il restera indétrônable là-dessus, oui, sans aucun problème. Allez, voilà, c'est ainsi qu'on va se terminer. On va se terminer avec notre joyeuse et magnifique promo de catch-up. Alors, je vous ai parlé de YouTube dès le début de la review parce que je pense qu'en fait, il faut vous le dire dès le début pour vous le rappeler encore un petit coup et mettre une deuxième couche à la fin. Donc, allez sur YouTube, sonnez la cloche, abonnez-vous, laissez des coms, laissez des pouces. Vous nous retrouvez sur tous les bons ou pas réseaux sociaux, comme on a pu en parler tout à l'heure, Facebook, Instagram et l'ignoble Twitter. Et bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Bien sûr, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Discord pour venir taper la discute avec l'ignoble Ringside, avec l'inusable Papy et avec Raphaël, Yerem et compagnie. Voilà, on sera toujours là pour pouvoir taper la discute en parlant de catch. Mon bon Papy, je te remercie de t'être joint à ce trio du jour. Merci de m'avoir invité pour commenter voilà, ce show hommage. Ça fait toujours plaisir de rendre hommage à nos collègues d'EHPAD. Le Ringside, écoute, la même chose pour toi. C'était un plaisir d'être ensemble. Eh oui, plaisir partagé. Hein. Voilà, c'était super, catch-up. Et le bonjour à Sting à l'EHPAD. On n'y manquera pas.
Comme j'ai pu le dire, il prend pas mal de place quand même. Mais bon, il a pris la chambre de Pat Patterson. C'est ça, voilà, une chambre se libère, tout de suite, il y a un vieux qui se rapplique. Allez, ainsi s'achève cette édition. Mes amis, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut Ringside et salut à tous. Salut Ringside. Salut papy, salut tout le monde, ciao ciao. Salut Pablo le catch. Ah mais Roman Reigns, mais quel salopard, quoi, mais quel enculé de sa race celui-là, quoi. Putain, comment je lui mettrais bien une grosse tarte dans sa gueule.